Voilà, donc comme on l'a dit, on va parler de ce programme qui s'appelle ArterioFit, qui est dédié à la réhabilitation à la marche chez les patients qui ont une insuffisance artérielle des membres inférieurs au stade de l'ischémie d'effort. Donc pour ce faire, je vais me charger de la première partie en abordant le rationnel scientifique de l'entraînement à la marche supervisé, et puis la deuxième partie sera assurée par mon collègue, le Dr Sitaram, qui décrira un peu plus en détail le programme comme il est réalisé au HUG, et il abordera également l'enseignement thérapeutique. Alors juste une petite introduction sur l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Vous savez que c'est une pathologie fréquente avec une prévalence qui augmente avec l'âge pour toucher plus de 20% des patients. Ces patients avec une insuffisance artérielle des membres inférieurs, c'est des patients à haut risque d'événements cardiovasculaires, comme l'illustre ce graphique qui montre qu'à une année de suivi, donc on a jusqu'à 17,4, enfin un peu plus de 17% d'événements cardiovasculaires si on inclut les hospitalisations reliées aux problèmes vasculaires. Alors, les classifications, il y en a quelques-unes. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la classification Fontaine, que vous connaissez tous, avec un stade 1 des patients asymptomatiques qui représente 75% des patients diagnostiqués. Un stade 2, c'est ça qui va nous intéresser dans notre programme de réhabilitation à la marche. Les claudicants, donc avec des claudications non invalidantes, invalidantes, qui représentent 25% des patients qu'on diagnostique et qui se manifestent, comme vous le savez, par des douleurs de fesses, cuisses, mollets, qui vont limiter le périmètre de marche. Et puis, donc, on a l'ischémie critique qui représente 1%, qui est soit illustrée par des douleurs de repos ou des atteintes tissulaires de type nécrose. Alors, que disent les documents de consensus concernant la prise en charge des patients claudicants ? Évidemment, tout d'abord, la prévention cardiovasculaire que vous connaissez tous, avec des mesures non pharmacologiques, arrêt du tabac, nourriture saine, perte de poids, activité physique, et puis des mesures pharmacologiques que vous connaissez également, avec des cibles de prévention secondaire, antihypertenseurs, statines, prise en charge optimale du profil glycémique, et puis les traitements antithrombotiques. Alors maintenant, concernant la claudication et le traitement de cette claudication, eh bien, il est recommandé de ne pas revasculariser le patient en première intention, mais de proposer en première intention un entraînement à la marche supervisé avec un niveau d'évidence 1A. Donc ceci, quelles que soient les sociétés vasculaires, la Société de chirurgie vasculaire, l'American Heart Association en 2017 et les guidelines de l'OSC en 2017 également, tous sont unanimes là-dessus, 1A. Alors, comment on en est arrivé à ce niveau d'évidence? Un petit historique très rapide. En 1966, une première publication dans le Lancet. Alors, on n'en était pas encore au Big Data, une étude qui avait 2 groupes de 7 patients dans chaque groupe. Un groupe qui bénéficiait d'un entraînement à la marche avec 1 heure de marche par jour, et puis un groupe placebo avec un comprimé de lactose. Vous voyez la différence entre les 2 groupes qui est tout à fait claire. Évidemment, il y a eu des dizaines d'études qui ont été publiées par la suite, qui ont abouti notamment à une revue Cochrane, dont les chiffres que je vous présente maintenant sont issus. Donc, cet entraînement à la marche supervisée, il va amener à une augmentation du temps de marche de 50 à 200%, de la distance de marche de 150 à 180%, et puis de la distance de marche sans douleur de plus de 100%. Tout ceci associé à une amélioration des scores de qualité de vie. Ces résultats, ils ont été démontrés également comme durables, notamment dans cette étude de Ratliff qui montrait l'absence de baisse de distance de marche après entraînement à la marche supervisée jusqu'à 3 ans de suivi. Il a été aussi démontré que cet entraînement à la marche, en termes de distance de marche, il était supérieur à l'entraînement non supervisé. Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les 2 types d'entraînement en termes de qualité de vie. Et puis, une étude en 2015, publiée dans le JACC, a fait beaucoup parler dans le monde vasculaire. C'est une étude qui s'appelle Cleaver, qui montrait l'absence de différence significative en termes de gain de périmètre de marche chez les patients qui avaient bénéficié d'un entraînement à la marche supervisé et comparativement à des patients qui avaient été revascularisés, ceci quel que soit le niveau de lésion, qu'il soit aorto-iliaque ou fémoropoplité. Donc est-ce que c'était la fin de la revascularisation chez le claudicant? Eh bien, on y a pensé, mais en fait, non. Une étude publiée peu de temps après dans le JAMA, l'étude ERASE, a relancé les débats avec comme hypothèse la question suivante: est-ce que l'association d'un entraînement à la marche supervisé est un geste de revascularisation pourrait offrir un bénéfice supérieur à celui de chacun des traitements dispensés? Pour ce faire, les auteurs ont fait une étude randomisée contrôlée multicentrique incluant 10 centres, 214 patients,
Et donc comparant un groupe de patients avec entraînement supervisé à la marche versus entraînement supervisé à la marche plus gestes de revascularisation. À un an de suivi, les résultats étaient les suivants. Donc, il y avait une amélioration significativement plus importante dans le groupe entraînement à la marche plus gestes de revascularisation en termes de distance de marche, avec une différence moyenne de 282 mètres, une distance de marche sans douleur, différence moyenne de 408 mètres, et puis des scores de qualité de vie qui étaient également meilleurs dans ce groupe-là. Alors, il y a d'autres effets que la distance de marche favorable, donc notamment sur les facteurs de risque de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs, avec une amélioration du profil tensionnel, une amélioration du profil lipidique, une amélioration du profil glycémique. On facilite aussi la lutte contre la surcharge pondérale et le sevrage tabagique. La diminution de la morbimortalité, c'est aussi plus qu'une impression. Donc on sait de longue date que l'activité physique, elle diminue de manière générale la mortalité, qu'elle soit cardiovasculaire ou de toute cause. Et il a été démontré que, alors ce n'est pas de l'evidence-based medicine, mais que le taux de mortalité était plus faible chez les claudicants qui pratiquaient un exercice physique comparativement à ceux qui n'en pratiquaient pas. Et puis une étude de cohorte rétrospective a montré une diminution de 52% de mortalité et de 30% de mortalité cardiovasculaire à 5 ans chez les patients qui bénéficiaient d'un entraînement à la marche supervisée comparativement à ceux qui n'en bénéficiaient pas. Alors, quels sont les autres effets? Il y a des effets bénéfiques sur le trouble de l'humeur et de l'anxiété, une amélioration de la qualité de vie qui est évidente à comprendre avec un gain d'autonomie augmenté, une augmentation de la mobilité, de l'activité, une diminution de l'inconfort, bref, clairement facile à comprendre. Alors, qu'en est-il des mécanismes physiologiques qui sont à l'origine des bénéfices de cet entraînement? On sait de longue date qu'il n'y a pas d'amélioration des périmètres hémodynamiques, notamment les index de pression systolique cheville-bras sont inchangés après l'entraînement à la marche supervisée. On sait aussi, même si longtemps on a pensé que ça allait développer la collatéralité, les vaisseaux collatéraux, eh bien non, ça ne développe pas franchement les vaisseaux collatéraux. Donc il y a d'autres mécanismes qui rentrent en compte. Les mécanismes prépondérants, c'est notamment l'amélioration du métabolisme musculaire avec une augmentation des capacités oxydatives musculaires, un développement de la chaîne enzymatique de phosphorylation oxydative, une augmentation de la production mitochondriale musculaire d'adénosine triphosphate. Je vous parlais de l'absence de collatéralité, mais il y a une amélioration de la perfusion musculaire au cours de l'effort, avec une amélioration de la fonction endothéliale et puis une augmentation de la production de gènes de monoxyde d'azote qui va aider nos patients. Et puis finalement, l'amélioration de l'architecture musculaire. Alors on sait que le claudican, il a une proportion réduite de fibres musculaires de type 1, qui sont des fibres avec une capacité oxydative importante. Et puis aussi, on assiste à un nombre de capillaires par fibre musculaire qui est diminué comparativement à des populations qui ne sont pas claudicantes. L'entraînement à la marche, il a été également supervisé, il a été aussi démontré que ça apportait une augmentation du nombre de fibres de type 1 et puis une augmentation de la densité capillaire par fibre musculaire. Alors, quelles sont les indications à rentrer dans ce programme? Alors, vous l'aurez compris, c'est un traitement de première intention chez les patients qui sont atteints d'insuffisance artérielle des membres inférieurs au stade de l'ischémie d'effort. Donc ça peut être, c'est même fortement conseillé de l'administrer aussi après un geste de revascularisation pour tous les autres bénéfices dont on vient de parler. Et finalement, on peut aussi le proposer aux patients qui ont des ischémies permanentes, des ischémies critiques qui sont non revascularisables. On peut, effectivement, il y a plusieurs cas qui sont publiés qui parlent de guérison de stade 3 ou 4, fontaine, avec des exercices notamment de type cyclorégomètre à bras, etc. Il y a évidemment un certain nombre de contre-indications qui apparaissent à l'écran, les pathologies cardiopulmonaires sévères ou instables qui vont contre-indiquer l'exercice physique, les pathologies graves évolutives, là on va penser aux pathologies notamment oncologiques avancées, et puis toute atteinte orthopédique qui va aussi interdire l'activité physique. Je donne la parole à mon collègue Dr Sitaram.